Un coup de poing au visage de la justice et une tempête de colère s'abat sur Détroit. Dans une salle d'audience bondée de Detroit, Michigan, un incident fracassant fait voler en éclats un empire de corruption. Deux officiers de police racistes, menés par le sergent Vincent Rousseau, un homme au regard glacial et à l'arrogance sans borne, osent lever la main sur une femme noire discrète, pensant qu'elle n'est qu'une spectatrice insignifiante. Mais leur mépris éclate en un cri de haine. « Reste à ta place, toi !» lance Rousseau, son ton dégoulinant de racisme, croyant humilier une subalterne. Erreur fatale. Cette femme est la juge Maya Jefferson, une figure légendaire de la justice, dont l'autorité silencieuse fait trembler les puissants. Ce n'est pas seulement un coup physique, c'est une insulte à des décennies de lutte contre l'oppression raciale, un affront à la dignité d'une communauté. La salle, figée, retient son souffle alors que les murmures de choc se transforment en une rage collective. Les journalistes, les avocats, même les officiers subalternes sentent le sol trembler sous leurs pieds. Ce geste odieux, capturé par les caméras, n'est pas qu'un scandale. C'est le détonateur d'une révolution. Maya, les yeux brûlants de colère, ne fléchit pas. Elle canalise cette fureur en un serment de justice implacable, prête à démanteler un système pourri jusqu'à la moelle. Ce n'est que le début d'une bataille où chaque révélation est une lame tranchante, exposant un réseau de racisme et de corruption qui ne peut plus se cacher. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous êtes prêt à vibrer avec une révolte contre l'injustice, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, donnez un like quand même. Et restez jusqu'à la fin, car un rebondissement choquant vous attend. Dans l'ombre vibrante du scandale qui secoue le tribunal de Détroit, où le sergent Vincent Rousseau a osé frapper la juge Maya Jefferson, une figure émerge comme un phare dans la tempête. Maya Jefferson elle-même, incarnation d'une justice inflexible face à l'injustice raciale. À 58 ans, Maya est la première femme noire à occuper le siège de juge à Détroit, une ville où les cicatrices de la ségrégation et de l'inégalité raciale saignent encore dans les ruelles sombres et les couloirs du pouvoir. Son autorité, forgée dans le feu d'une vie de combat, est une arme silencieuse mais redoutable, un mélange de dignité inébranlable et de colère contenue contre un système qui cherche à l'écraser. Ancienne avocate de la défense pour les communautés marginalisées, des familles noires et latinos laissées pour compte, souvent accusées à tort ou condamnées sans procès équitable, Maya a vu de près l'horreur d'un système judiciaire qui privilégie les puissants. En tant que procureure, elle s'est battue pour arracher la corruption des entrailles de la ville, mais chaque pas en avant était entravé par des murmures racistes dans les couloirs. Elle est trop agressive. Une femme comme elle ne devrait pas être ici. Ces mots, sifflés dans l'ombre, étaient des coups portés à son âme, mais ils n'ont jamais brisé sa détermination. Chaque matin, en franchissant les portes du tribunal, Maya sentait les regards pesants, les silences lourds de préjugés. Les gardiens, les avocats, même certains collègues juges la scrutaient, non pas comme une égale, mais comme une intruse dans un monde qui ne voulait pas d'elle. « Retourne d'où tu viens », avait-on chuchoté un jour dans l'ascenseur, alors qu'elle montait vers son bureau, sa robe de juge soigneusement pliée dans son sac. Elle n'avait pas répondu, mais ses yeux, brûlants d'une rage contenue, avaient gravé ce moment dans sa mémoire. Ces micro-agressions, ces insultes voilées, étaient des rappels constants qu'à Détroit, une femme noire au sommet était une menace pour l'ordre établi. Pourtant, Maya ne pliait pas. Elle portait son histoire comme une armure. Petite fille d'immigrants haïtiens ayant fui la persécution, fille d'une enseignante qui lui avait appris à lire le droit avant même de savoir écrire, elle savait que chaque pas dans ce tribunal était une victoire volée à ceux qui voulaient la voir échouer. Ce matin-là, avant que la gifle de Rousseau ne fasse trembler les murs, Maya avait ressenti une tension dans l'air, une intuition aiguisée par des décennies de combat. Elle avait entendu parler de Rousseau, un homme dont le nom revenait trop souvent dans les rapports de brutalité policière, toujours suivis de plaintes mystérieusement disparues. Les dossiers qu'elle avait lus, des affaires impliquant des jeunes noirs arrêtés sans preuves solides, des familles terrorisées dans leur propre quartier, portèrent la marque d'un racisme systémique soutenu par une machine bien huilée de corruption. Rousseau, avec son sourire narquois et son badge luisant, incarnait cette arrogance, croyant que son pouvoir le rendait intouchable. Mais Maya n'était pas une spectatrice. Elle était une tempête en attente, une femme qui avait juré de ne jamais céder face à l'injustice, même lorsque celle-ci frappait directement son visage. L'incident de la gifle, encore frais dans l'air du tribunal, n'était pas seulement une attaque personnelle.
C'était une déclaration de guerre contre tout ce pourquoi Maya s'était battue. Chaque insulte raciale qu'elle avait endurée, chaque porte fermée à cause de sa couleur de peau, chaque regard méprisant convergeait dans ce moment. La colère qui bouillonnait en elle n'était pas seulement la sienne, c'était celle de générations de personnes opprimées, de communautés réduites au silence, de familles brisées par un système qui valorisait le pouvoir blanc au détriment de la justice. Pourtant, Maya ne laissait pas cette rage exploser en cris. Elle la canalisait, comme un feu maîtrisé, en une détermination froide et calculée. Elle savait que ce n'était pas seulement Russo qu'elle affrontait, mais un réseau de complicité qui s'étendait des bureaux des procureurs, aux salles de réunion des chefs de police et même jusqu'au banc des juges. Ce qui rendait Maya différente, c'était sa capacité à transformer cette fureur en action. Alors que d'autres auraient pu céder à la peur ou à la résignation, elle voyait dans cet affront une opportunité. Elle n'était pas seulement une juge, elle était une survivante, une stratège, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Dans son bureau, après l'incident, elle feuilletait déjà les dossiers de Russo, ses plaintes archivées, ses connexions douteuses. Chaque page était une preuve de plus que ce n'était pas un incident isolé, mais un symptôme d'une maladie bien plus profonde. Elle se souvenait d'une affaire, 3 ans plus tôt, où un adolescent noir avait été battu par Russo lors d'une arrestation, sa plainte étouffée par un procureur complice. Ce souvenir ravivait sa colère, mais aussi sa résolution. Elle ne laisserait pas cet homme, ni ceux qui le protégeaient, continuer à agir en toute impunité. Un détail nouveau ajoutait une couche de tension à son combat. Une rumeur circulait dans les couloirs du tribunal selon laquelle Russo avait des alliés bien plus puissants, des figures politiques locales qui dépendèrent de son silence pour protéger leurs propres secrets. Une note anonyme, glissée sous la porte de son bureau la veille, l'avait averti « Laissez tomber ou votre famille paiera ». Cette menace, loin de l'intimider, attisait son indignation. Elle n'était pas seulement en guerre contre Russo, mais contre une ville entière qui avait fermé les yeux sur des décennies de racisme institutionnalisé. Chaque regard méprisant, chaque insulte raciale, chaque injustice qu'elle avait vue ou subie devenait un carburant pour sa mission. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour chaque personne qui avait été réduite au silence, pour chaque enfant noir grandissant dans une ville où le système semblait conçu pour les écraser. Alors que la salle d'audience se remettait encore du choc de l'agression, Maya se tenait droite, sa présence imposante défiant l'arrogance de Russo. Elle savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour Détroit tout entier. Sa colère n'était pas un cri désordonné. C'était une lame affûtée, prête à trancher les racines d'un système pourri. Elle n'était pas là pour demander justice. Elle était là pour l'exiger, pour la forger de ses propres mains, pour montrer à ceux qui la regardaient, journalistes, avocats, citoyens, qu'une femme noire, dans toute sa force et sa dignité, pouvait faire trembler les fondations d'une ville. Ce combat, elle le savait, ne faisait que commencer, et elle était prête à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Russo, la quarantaine bien entamée, était l'archétype du flic intouchable. Avec ses cheveux coupés courts et son badge rutilant, il se pavanait dans les couloirs du pouvoir comme s'il en était le propriétaire. Issu d'une lignée de policiers, il portait son héritage comme une couronne, convaincu que ses relations, des supérieurs complaisants, des procureurs complices, le protégeraient toujours. Son dossier, épais comme un annuaire, regorgeait de plaintes pour violences excessives, harcèlement et abus raciaux, mais toutes avaient été balayées sous le tapis par un système qui préférait fermer les yeux. Des adolescents noirs tabassés lors d'arrestations arbitraires, des mères insultées dans leur propre maison, des plaintes de citoyens étouffés avant même d'atteindre un tribunal, tel était l'héritage de Russo. Pourtant, ce jour-là, il a commis l'erreur fatale de s'en prendre à Maya Jefferson, une femme dont la force n'était pas dans les cris, mais dans une détermination d'acier forgée par des années de lutte contre ce même système. Le silence qui a suivi la gifle était assourdissant. Les avocats ont lâché leur stylo, les journalistes ont retenu leur souffle, et même les officiers subalternes à l'arrière de la salle ont détourné le regard, comme s'ils sentèrent le sol se dérober sous leurs pieds. Russo, lui, n'a pas reculé. Son sourire narquois s'est élargi, comme s'il savourait l'humiliation qu'il croyait infliger. « Tu penses que t'es quelqu'un ici ?» a-t-il ajouté, sa voix dégoulinante de dédain. Mais il ne savait pas encore qu'il venait de frapper la mauvaise personne. Maya, le visage brûlant mais immobile, a levé les yeux vers lui, ses prunelles noires scintillant d'une colère si intense qu'elle semblait capable de faire trembler les murs. Ce n'était pas seulement sa dignité qu'il avait attaquée,
C'était l'espoir de tous ceux qui, comme elle, avaient été piétinés par des hommes comme lui. Chaque insulte raciale, chaque regard méprisant qu'elle avait enduré dans sa carrière remontait à la surface, alimentant une rage qui ne demandait qu'à exploser. Ce qui rendait cet instant encore plus électrisant, c'était une révélation inattendue. Quelques secondes avant l'incident, Russo avait reçu un appel d'un supérieur, un ordre cryptique lui intimant de faire taire toute interférence dans l'affaire en cours, une affaire impliquant un adolescent noir accusé à tort de vandalisme. Ce détail, capturé par un micro ouvert dans la salle, n'était pas encore connu du public, mais il allait bientôt devenir une pièce maîtresse dans la croisade de Maya. Cet appel suggérait que l'agression n'était pas un simple acte impulsif, mais une tentative calculée de protéger un réseau plus vaste, un réseau où le racisme n'était pas une anomalie, mais une arme utilisée pour maintenir le contrôle. Les mots de Russo, son geste, n'étaient pas seulement une insulte personnelle. Ils étaient le prolongement d'une machine qui écrasait systématiquement les voix des minorités. La colère de Maya n'était pas seulement personnelle. Elle était collective, un cri pour chaque personne noire à Détroit qui avait été arrêtée sans raison, battue sans justice, ou ignorée par un système qui les voyait comme des menaces plutôt que comme des citoyens. Elle savait que cet acte de violence raciale, commis sous les yeux de témoins et de caméras, était une occasion unique de briser le silence. Alors que Russo restait planté là, défiant du regard, elle a marché lentement vers une table latérale, ramassant un dossier comme si de rien n'était, mais chaque mouvement était calculé. Chaque seconde, une préparation à l'orage qu'elle allait déclencher. Les murmures dans la salle. « Oh mon Dieu, c'est la juge !» ont commencé à enfler, mais Russo, aveuglé par son arrogance, n'a pas encore compris qu'il venait de déclencher sa propre chute. Ce moment n'était pas seulement une confrontation entre une juge et un policier, c'était une déclaration de guerre contre un système qui avait permis à des hommes comme Russo de prospérer. Chaque plainte étouffée, chaque vidéo de bodycam perdue, chaque verdict biaisé en faveur des puissants revenait hanter la salle. Maya, en cet instant, incarnait plus qu'une juge. Elle était la voix de ceux qui avaient été réduits au silence, la colère de ceux qui avaient été ignorés, et la promesse que cette fois, justice serait rendue. Alors que les caméras de surveillance clignotaient au plafond, enregistrant chaque seconde, Maya savait qu'elle tenait entre ses mains non seulement la carrière de Russo, mais une chance de démanteler un empire de corruption raciale. Elle n'allait pas seulement répondre à cette gifle, elle allait faire trembler les fondations même de Détroit, et rien, ni les menaces, ni les regards, ni les murs du tribunal, ne pourraient l'arrêter. Maya ne se contenta pas de réagir. Elle agit avec une précision chirurgicale. Sans un instant d'hésitation, elle ordonna au greffier, une jeune femme nommée Claire Dubois, de consigner officiellement l'incident dans le registre du tribunal. Notez que le sergent Vincent Russo a admis avoir agressé physiquement une juge en pleine audience, sans provocation. La salle retint son souffle, les stylos des journalistes griffonnant frénétiquement, les caméras de surveillance clignotant comme des témoins muets mais implacables. Mais Maya alla plus loin. Elle se tourna vers l'huissier, un homme robuste nommé Paul Renaud, et ordonna « Monsieur Renaud, assurez-vous que les enregistrements vidéo de cette salle soient immédiatement sécurisés et transmis aux autorités compétentes. » Cette directive n'était pas seulement un acte administratif. C'était une déclaration de guerre contre un système qui avait permis à des hommes comme Russo de prospérer dans l'ombre. Ce qui rendait la réponse de Maya si puissante, c'était son refus de laisser la rage l'aveugler. Sa colère, bien que palpable, était canalisée en une force stratégique. Elle savait que cet incident n'était pas isolé. Il était le symptôme d'un mal plus profond, un racisme institutionnalisé qui gangrénait Détroit. Quelques jours avant, elle avait découvert une note interne, glissée anonymement sous sa porte, détaillant une réunion secrète entre Russo et un procureur véreux où ils discutaient de neutraliser une juge trop curieuse. Cette note, qu'elle gardait dans un tiroir verrouillé, était devenue une arme dans son arsenal. Elle ne l'avait pas encore révélée, mais elle savait que le moment viendrait. Pour l'instant, elle se concentra sur Russo, l'homme qui avait cru pouvoir la réduire au silence avec une gifle et une insulte raciale. « Si vous pensez que votre badge vous protège, dit-elle, sa voix montant comme un grondement de tonnerre, vous venez de faire la plus grande erreur de votre vie. » La salle était devenue un théâtre de tension, chaque spectateur suspendu aux lèvres de Maya. Les avocats échangeaient des regards nerveux, les journalistes tapaient furieusement sur leur téléphone, et même les officiers subalternes, qui avaient autrefois ri des blagues racistes de Russo, semblaient en pétrifier. Russo, lui,
tenta de reprendre le contrôle, son visage rougissant de colère. « Vous ne savez pas qui je suis », cracha-t-il, son ton mêlant défi et panique. Mais Maya l'interrompit, implacable. « Oh, je sais exactement qui vous êtes. Un homme qui pense que frapper une femme noire dans un tribunal est un droit. Un homme qui croit que son pouvoir est plus grand que la loi. » Ces mots étaient un des coups, chacun plus précis que le précédent, déchirant le voile de l'arrogance de Rousseau. Un détail nouveau ajoutait une intensité dramatique à cet instant. Une rumeur circulait dans les couloirs du tribunal selon laquelle Rousseau avait été vu la veille dans un bar clandestin, discutant avec un homme en costume sombre, connu pour ses liens avec des politiciens locaux. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était une conspiration pour protéger un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de la police. Maya, bien qu'elle n'ait pas encore de preuves solides, ressentait cette menace dans ses tripes. Elle savait que cette gifle n'était pas un acte isolé, mais une tentative désespérée de l'intimider, de la faire taire avant qu'elle ne creuse trop loin. Mais loin de plier, elle transforma cette attaque en carburant. « Vous avez cru que vous pouviez me briser, dit-elle, se rapprochant de Rousseau, chaque pas résonnant comme un défi. Mais vous venez de réveiller un feu que vous ne pourrez jamais éteindre. » Loin de s'apaiser, la tempête déclenchée par l'agression de Vincent Rousseau contre la juge Maya Jefferson prenait une ampleur cataclysmique, révélant un réseau de corruption si profondément enraciné qu'il menaçait d'ébranler les fondations même de Détroit. Alors que Rousseau, menotté et escorté hors de la salle d'audience, lançait un dernier regard de défi, Maya, épaulée par l'enquêtrice interne Lisa Carter, plongeait dans les abysses d'un système pourri. Ce qu'elle découvrit n'était pas seulement un policier véreux, mais une toile d'araignée tissée de complicité, où le racisme et la corruption se mêlaient pour protéger les puissants au détriment des faibles. Lisa, une femme tenace au regard perçant, avait passé des années à collecter des preuves contre des officiers comme Rousseau, mais chaque fois, ses rapports étaient étouffés par des supérieurs qui préférèrent fermer les yeux. Cette fois, avec Maya à ses côtés, elle savait que l'heure du jugement avait sonné. Leur enquête commença dans l'ombre, dans un bureau exigu du tribunal, où des piles de dossiers poussiéreux s'entassaient comme des tombes oubliées. Chaque page racontait une histoire d'injustice. Des plaintes contre Rousseau pour brutalité envers des adolescents noirs, des vidéos de bodycam perdues, des témoignages de citoyens ignorés. Mais ce n'était pas seulement Rousseau. Les dossiers révélaient des noms récurrents. Le procureur Edward Klein, un homme au sourire mielleux et aux costumes impeccables, qui avait rejeté des dizaines de plaintes contre Rousseau. Le capitaine de police Marcus Vane, un vétéran qui avait formé Rousseau et couvert ses excès, et, plus choquant encore, le juge Richard Holt, un collègue respecté de Maya, dont les signatures apparaissaient sur des jugements douteux qui blanchissaient les abus raciaux. Chaque document était une preuve de plus que le racisme n'était pas une aberration à Détroit, mais une politique officieuse, protégée par un réseau de pouvoir. Ce qui rendait cette découverte encore plus explosive était une révélation inattendue. Lisa découvrit un courriel crypté, envoyé depuis un compte anonyme, liant Klein à une organisation obscure qui finançait des campagnes électorales locales. Ce groupe, dissimulé derrière une façade de charité, avait versé des fonds pour protéger les intérêts de la ville. Un euphémisme pour maintenir le statu quo raciste. Ce courriel, bien que vague, mentionnait un problème avec une juge noire trop zélée, une référence évidente à Maya. Cette trouvaille transforma l'enquête en une chasse à l'homme, non seulement contre Rousseau, mais contre ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre. La colère de Maya, déjà intense, devint une force volcanique. Chaque nom qu'elle lisait, chaque plainte étouffée, était une insulte à tout ce pour quoi elle s'était battue. « Ils pensaient pouvoir nous enterrer », murmura-t-elle à Lisa, ses mains tremblant légèrement en feuilletant un dossier. « Ils vont apprendre que nous sommes des graines. » Mais la menace s'intensifia. Tard dans la nuit, alors que Maya et Lisa travaillaient dans le bureau, une alarme retentit. Quelqu'un avait tenté d'accéder au serveur du tribunal pour effacer les enregistrements vidéo de l'incident. L'attaque, bien que repoussée, était un signal clair. Le réseau qu'elles affrontaient était prêt à tout pour se protéger. Cette tentative de sabotage ne fit qu'attiser la fureur de Maya. Elle contacta immédiatement une agente du FBI, Sarah Monroe, connue pour son intransigeance face à la corruption. Ensemble, elles mirent en place un plan pour sécuriser les preuves et demander une enquête fédérale. Maya savait que chaque pas en avant était un pas dans un champ de mine. Elle recevait désormais des appels anonymes, des voix étouffées lui conseillant de laisser tomber si elle voulait protéger sa famille.
Mais ces menaces, loin de la briser, renforcèrent sa détermination. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour chaque personne noire à Détroit, pour chaque voix réduite au silence, pour chaque vie brisée par un système qui valorisait le pouvoir au détriment de la justice. Alors que la croisade de la juge Maya Jefferson contre le réseau de corruption incarné par Vincent Rousseau gagnait en intensité, une ombre menaçante s'abattit sur Détroit, transformant sa quête de justice en un combat pour sa survie et celle de sa famille. Dans les jours qui suivirent l'agression raciste au tribunal, alors que les caméras de la presse tournaient encore et que les murmures d'indignation enflammèrent dans les rues, Maya reçut un message qui glaça son sang. Une enveloppe sans adresse, glissée sous la porte de son bureau, contenait une photographie de sa fille adolescente, Aïcha, prise à son insu alors qu'elle jouait au basket dans un parc de quartier. Sur l'image, un cercle rouge entourait son visage, accompagné d'un message manuscrit « Les Noirs comme toi devraient savoir où est leur place ». Ces mots, griffonnés avec une haine crue, n'étaient pas seulement une menace. Ils étaient une déclaration de guerre, une tentative de briser la volonté de Maya en s'attaquant à ce qu'elle avait de plus précieux. La rage qui monta en elle n'était pas une simple colère. C'était une fureur volcanique, un cri primal contre un système qui osait menacer une enfant pour protéger ses secrets. Maya, debout dans son bureau, serra la photo si fort que ses jointures blanchirent. Chaque fibre de son être hurlait de douleur et d'indignation. Elle n'était pas étrangère aux menaces. Des années à défendre les opprimés et à confronter les puissants lui avaient valu des lettres anonymes, des regards hostiles, des murmures racistes dans les couloirs du tribunal. Mais ceci était différent. Ceci était personnel. Aïcha, sa fille de 16 ans, était son soleil, une adolescente pleine de rêves qui voulait devenir médecin, qui riait aux éclats et écrivait des poèmes sur la liberté. L'idée qu'un réseau de corruption puisse la viser, simplement pour punir sa mère, transformait la colère de Maya en une force dévastatrice. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas le luxe des larmes. Au lieu de cela, elle appela immédiatement l'agente du FBI Sarah Monroe, sa voix tremblante mais ferme. « Je veux une protection fédérale pour ma famille, maintenant. Et je veux que vous trouviez qui est derrière ça avant que je ne le fasse moi-même. » Ce qui rendait cette menace encore plus terrifiante était une découverte récente, ajoutant une couche de suspense à la bataille de Maya. Lisa Carter, l'enquêtrice interne, avait intercepté un message vocal laissé sur un téléphone jetable retrouvé dans les affaires de Rousseau. La voix, déformée mais clairement masculine, ordonnait « Faites taire la juge, ou nous le ferons pour vous ». L'analyse préliminaire suggérait que l'appel provenait d'un numéro lié à une société de sécurité privée basée à Chicago, une entité connue pour ses contrats douteux avec des politiciens locaux. Ce n'était pas seulement Rousseau qui était en jeu, c'était un réseau plus vaste, avec des tentacules s'étendant jusqu'au bureau du maire et aux salles de conseil des élites de Détroit. Cette révélation fit monter la tension à un niveau insoutenable. Maya savait qu'elle marchait sur un fil, chaque pas risquant de déclencher une explosion. Mais loin de reculer, elle transforma cette peur en carburant, jurant de protéger Aïcha et de démanteler ceux qui osaient la menacer. Maya agit avec une rapidité implacable. Elle organisa une réunion d'urgence avec Sarah Monroe et Paul Renaud, l'huissier fidèle qui avait été témoin de l'agression. Ensemble, ils mirent en place un plan de protection. Aïcha serait transférée dans une école sécurisée à l'extérieur de la ville, sous la garde d'agents fédéraux. La maison de Maya, un modeste pavillon en banlieue, fut placée sous surveillance 24 heures sur 24. Mais Maya ne se contenta pas de protéger, elle contre-attaqua. Elle ordonna à Lisa de creuser plus loin dans les dossiers de la société de sécurité, cherchant des liens avec Edward Klein, le procureur véreux, et Richard Holt, le juge corrompu. Chaque document qu'elles exhumaient, contrats douteux, transferts d'argent masqués, plaintes étouffées, était une preuve de plus que le racisme et la corruption à Détroit ce n'est pas des accidents, mais une politique orchestrée. La colère de Maya, alimentée par la menace contre sa fille, devint une force quasi surnaturelle. « Ils pensent qu'ils peuvent m'intimider ?» dit-elle à Lisa, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. « Ils vont découvrir que menacer ma famille est la dernière erreur qu'ils feront. » L'arrestation de Rousseau n'était que la pointe de l'iceberg. Dans les heures qui suivirent, Lisa Carter et Maya découvrirent un dossier caché dans les archives numériques du tribunal, un fichier crypté intitulé « Projet Ombre ». Ce document, obtenu grâce à un informateur anonyme, un ancien officier de police qui avait craqué sous la pression,
révélait un système de pots de vin impliquant non seulement Russo, mais aussi Edward Klein, le procureur, et Richard Holt, le juge. Le projet Ombre était un plan clandestin pour manipuler les affaires judiciaires impliquant des accusés noirs, garantissant des condamnations rapides ou des rejets de plaintes contre des officiers comme Russo. Chaque page était une bombe, des listes de juges soudoyés, des enregistrements de réunions secrètes et même des instructions pour neutraliser les figures comme Maya qui menaçaient l'ordre établi. La découverte de ce dossier fit monter la fureur de Maya à un niveau incandescent. « Ce n'est pas un homme », murmura-t-elle à Lisa, ses mains serrant le bord de son bureau. « C'est une machine, et nous allons la démonter pièce par pièce. » L'onde de choc ne s'arrêta pas là. Edward Klein, confronté aux preuves accablantes, annonça sa démission dans une conférence de presse chaotique, son visage blême et ses mains tremblantes trahissant sa panique. Richard Holt, le juge respecté qui avait autrefois été un mentor pour Maya, fut suspendu par le Conseil judiciaire de l'État, son nom traîné dans la boue par les médias. Mais ce qui rendait cette vague de réformes si dramatique était une révélation inattendue. Une vidéo, retrouvée dans les serveurs de la société de sécurité privée, montrait Russo et Klein discutant d'un plan pour discréditer Maya en fabriquant des accusations contre elle. La vidéo, bien que granuleuse, était accablante. Klein riait en disant « Une juge noire qui se croit intouchable ? On va lui montrer ce qu'il en coûte de défier les vrais patrons de cette ville. » Cette preuve, diffusée par un journaliste courageux, enflamma l'opinion publique, déclenchant des manifestations dans les rues de Détroit avec des pancartes proclamant « Justice pour Maya ». Les réformes suivirent à un rythme effréné. Plus de 180 affaires liées à Russo furent rouvertes pour réexamen, révélant un schéma systématique de condamnation injuste, principalement contre des accusés noirs. Le département de police de Détroit fut placé sous la supervision fédérale, une décision sans précédent qui envoya un message clair. L'époque de l'impunité était révolue. Maya, bien que soulagée par ces avancées, savait que la bataille était loin d'être terminée. Chaque nuit, elle recevait des appels anonymes, des voix étouffées lui promettant des représailles si elle continuait. Mais sa colère, nourrie par des décennies d'injustice et par la menace contre sa fille, était plus forte que la peur. Elle se tenait dans son bureau, entourée de dossiers, de cartes et de notes, comme une générale préparant une guerre. « Ils ont cru que j'allais plier », dit-elle à Sarah Monroe, sa voix vibrant d'une rage contenue. « Mais je vais leur montrer ce que signifie se battre pour la justice. » Ce qui distinguait cette lutte était l'impact qu'elle avait au-delà de Détroit. Les manifestations se répandirent dans d'autres villes, inspirées par le courage de Maya. Des organisations de défense des droits civiques lancèrent des campagnes nationales, exigeant des réformes dans les systèmes judiciaires à travers le pays. Maya, bien qu'au cœur de la tempête, restait concentrée. Elle savait que chaque document qu'elle remettait au FBI, chaque témoignage qu'elle recueillait, était une arme contre un système qui avait prospéré dans l'ombre. Alors que les lumières du tribunal s'éteignaient une à une, Maya restait debout, son ombre projetée sur les murs comme un défi au monde. Elle n'était plus seulement une juge, elle était une force de la nature, prête à tout sacrifier pour que la vérité éclate, pour que les voix des opprimés soient enfin entendues, et pour que Détroit, et au-delà, ne soit plus jamais le même. Debout sur les marches du tribunal, vêtue d'un tailleur noir qui semblait absorber la lumière, Maya s'adressa à la foule avec une voix qui vibrait d'une indignation contenue mais puissante. « J'ai cru en la loi toute ma vie », commença-t-elle, ses mots coupants comme du verre. Mais la loi n'est rien si elle sert à protéger les puissants au détriment des opprimés. Ce que nous avons dévoilé ici, un réseau de corruption, de racisme, d'abus, n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'un tribunal, c'est l'histoire d'une ville qui a fermé les yeux trop longtemps. La foule, un mélange de visages noirs, blancs, jeunes et vieux, retint son souffle. Les pancartes brandies, « Justice pour tous », plus jamais de silence, semblaient vibrer au rythme de ses paroles. Mais ce qui rendait cet instant si poignant, c'était une révélation inattendue. Maya révéla qu'elle avait secrètement rencontré, la veille, une coalition de jeunes avocats et militants à qui elle avait transmis un dossier complet de preuves, non seulement contre Russo, mais contre l'ensemble du réseau. Ce dossier, qu'elle appelait « l'héritage », était un appel à l'action, une feuille de route pour les générations futures. Sa colère, loin de s'apaiser, s'était transformée en une force visionnaire. Chaque insulte raciale qu'elle avait endurée, chaque menace contre sa fille Aïcha,
Chaque plainte étouffée qu'elle avait exhumée alimentait son discours. Ils ont cru qu'une gifle pouvait me faire taire, dit-elle, ses yeux brillants d'une rage qui semblait éclairer les marches du tribunal. Ils ont cru que menacer ma famille pouvait me briser. Mais je ne suis pas seul. Chaque personne dans cette ville, chaque voix qui a été réduite au silence, est avec moi aujourd'hui. Nous ne demandons pas la justice, nous l'exigeons. La foule éclata en applaudissements, mais Maya leva une main, imposant le silence. Elle révéla alors un détail qui fit frissonner l'assemblée. Une lettre anonyme, reçue le matin même, signée par un ancien officier de police repentant, confessant avoir été témoin de réunions secrètes où des juges et des procureurs planifiaient l'intimidation de figures comme Maya. Cette lettre, qu'elle tendit à l'agente du FBI Sarah Monroe devant les caméras, était une nouvelle bombe, prouvant que la corruption n'était pas seulement locale, mais liée à des réseaux nationaux. Ce qui distinguait la démarche de Maya, c'était son refus de se poser en martyr. Elle ne voulait pas être un symbole figé, mais un catalyseur. En démissionnant, elle déclara « Je ne pars pas pour me reposer. Je pars pour faire place à ceux qui viendront après moi, à ceux qui porteront cette lutte plus loin que je ne pourrai jamais le faire. » Elle désigna la foule, où des jeunes avocats noirs, des étudiants en droit et des militants tenant des pancartes avec les noms des victimes de Rousseau. « Vous êtes la justice, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion et de colère. Vous êtes ceux qui feront en sorte que plus jamais une femme noire, un homme noir, un enfant noir, ne soit frappé, insulté ou ignoré par un système qui se croit intouchable. » Les larmes coulèrent sur certains visages, mais Maya resta inébranlable, sa colère transformée en un feu qui inspirait plutôt qu'il ne consumait. Dans les jours qui suivirent, l'impact de sa décision se propagea comme une onde de choc. Les médias nationaux reprirent son discours, le qualifiant de « moment historique ». Des manifestations éclataient à Chicago, New York et Los Angeles, inspirées par son courage. À Détroit, une commission des droits civiques fut créée, portant le nom de Maya, pour superviser les réformes judiciaires. Mais ce qui ajoutait une tension dramatique à cet épilogue était une menace persistante. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des membres du réseau de corruption, toujours en liberté, planifiaient une contre-attaque. Une nuit, alors que Maya rangeait ses affaires dans son bureau désormais vide, elle trouva une note glissée sous sa porte. « Tu ne peux pas détruire ce que nous avons construit. » Cette menace, au lieu de l'effrayer, ralluma sa fureur. Elle appela immédiatement Lisa Carter et Sarah Monroe, leur ordonnant de transmettre la note aux autorités fédérales. « Ils pensent que je vais m'arrêter parce que j'ai quitté le tribunal ?» dit-elle, sa voix basse mais vibrante. « Ils ne comprennent pas. Je ne fais que commencer. » Le soir, Maya rentra chez elle, dans son pavillon en banlieue de Détroit. Sous la lumière douce du porche, elle serra Aïcha dans ses bras, sa fille qui avait grandi sous l'ombre de cette lutte. Aïcha, les yeux brillants, murmura « Maman, tu les as forcés à te voir. » Maya sourit, mais son regard restait fixé sur l'horizon où les lumières de la ville scintillaient. « Non, ma chérie, » répondit-elle, sa voix empreinte d'une détermination farouche. « Je les ai forcés à voir la vérité. Maintenant, c'est à eux d'écouter. » Ce moment, intime mais puissant, était plus qu'une fin. C'était un commencement. Maya savait que son départ du tribunal n'était pas une retraite, mais une stratégie. Elle avait allumé un feu, et ce feu se propageait, porté par ceux qu'elle avait inspirés. Ce qui rendait le dessin de Maya si unique, c'était sa capacité à transformer une lutte personnelle en un mouvement collectif. En transmettant l'héritage aux jeunes avocats, elle s'assurait que son combat ne mourrait pas avec elle. Elle avait également créé une fondation secrète, financée par des dons anonymes de citoyens reconnaissants, pour soutenir les familles victimes de brutalité policière. Cette fondation, nommée Lumière de Justice, devint un symbole d'espoir, offrant des bourses aux étudiants noirs aspirant à devenir avocats ou juges. Chaque action de Maya était un défi au système qui avait essayé de la réduire au silence, un rappel que la justice n'était pas un moment, mais un processus, une érosion des vieilles structures et une reconstruction par des mains nouvelles. Alors que la nuit enveloppait Détroit, Maya s'assit sur son porche, un carnet à la main. Elle y consignait tout, les noms des victimes, les preuves contre les corrompus, les espoirs pour l'avenir. Ce carnet, qu'elle appelait son « testament », serait un jour publié, un livre qui raconterait non seulement son histoire, mais celle de tous ceux qui avaient été écrasés par le système. Sa colère, toujours présente, n'était plus un fardeau, c'était une force, une lumière qui guidait ses pas.
Elle savait que les menaces persisteraient, que les puissants ne céderaient pas facilement. Mais elle savait aussi que son départ n'était pas une fin, mais une promesse. En quittant le tribunal, elle avait ouvert une porte, et à travers cette porte, une nouvelle génération avançait, prête à reprendre le flambeau. Détroit, et au-delà, ne serait plus jamais le même, car Maya Jefferson avait prouvé qu'une femme noire, avec sa colère, sa dignité et sa vérité, pouvait faire trembler un empire et le reconstruire.